vous souhaite une bonne année, parce que c'est le dernier moment. С Новым годом en russe. Merci d'être là, je suis très touché par votre invitation. D'autant plus que c'est vrai qu'il existe les liens particuliers. Vous me pardonnez mon accent, c'est la preuve de l'authenticité. Liens particuliers entre la France et la Russie, mais surtout entre la Russie et la Vendée, parce que c'est un pays de souffrance, la Vendée, le pays de la résistance, et la Russie, c'est un pays de souffrance et de la résistance. À sa manière, notre Solzhenitsyn, grand écrivain, il venait ici en pèlerinage, il y en avait d'autres, une grande poétesse, énorme poétesse, et une grande amoureuse. Je consacre d'ailleurs une partie de mon livre futur sur elle. C'est Tsvetaeva qui était ici, et tant d'autres. La Vendée, un pays, un foyer de la France profonde, la Vendée qui peut nous sauver face au politiquement correct et aux lâchetés des autres, n'est-ce pas? Et alors, je dois vous dire, la Vendée, que j'appréciais aussi pour les paysages, bien sûr, extraordinaires, et malgré le tremblement de terre, dit-on, qui était là, le soleil était au rendez-vous aussi. Alors c'est les forces du mal contre les forces du bien, et nous serons du côté de forces du mal. Du forces du mal, pourquoi? Parce que je vais aborder les sujets délicats, mais j'espère bien que la lumière va triompher à la fin. Alors, ça c'est la première, disons, une sorte de préalable. Deuxième préalable, c'est aussi une sorte de constat. Vous savez, la vérité est que la situation actuelle, c'est une situation complexe sur le plan diplomatique. Et quand je réfléchis sur ma période, quand j'étais plus ou moins aux affaires, ça me revient la même phrase que j'entends chez les grands diplomates d'autrefois, votre ministre des Affaires étrangères Védrine, ou les grands diplomates français, américains, allemands, ils disent la même chose. Si nous étions comme ça, comme les néophytes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait provoqué comme désastre au moment de la chute du mur de Berlin? On cherchait l'équilibre des intérêts. Jean-Paul II disait « c'est un miracle, la sortie du communisme sans effusion du sang ». C'est vrai qu'il y avait 10 000 têtes nucléaires, et ça s'est passé plutôt agréablement, sans effusion du sang, un miracle. Écoutons un autre sage qui venait autrefois en Vendée, Jean-Paul II. Un miracle. Un miracle, c'est vrai, il y a une sorte de retour d'âge aujourd'hui. Évidemment, ça me perturbe, parce que le retour d'âge gaspille les souffrances, parce que, vous savez, la chute du mur et la fin du communisme, c'était les souffrances, les efforts qui n'appartiennent pas aux gens, aux néophytes, comme disait l'autre. Il appartient à l'histoire, et on ne peut pas gaspiller ce capital. Il y avait quelque chose qui a cloché quand on a fait ce parcours post-communisme, du post-communisme. Vous comprenez, à la fois, les gens de cette époque, Jean-Paul II, on a dit Gorbatchev, mais pourquoi ne pas dire Reagan, ou les grands dissidents, les Polonais, les Russes, les Roumains, tant d'autres, qui ont été à la hauteur au moment de la chute du mur et au moment de la fin de la guerre froide. C'est un grand héritage qu'ils nous ont laissé. Et puis c'était gaspillé parce que la période post-communisme, c'est un grand ratage historique, le post-communisme.
À l'époque, comme j'ai des origines ukrainiennes, les Américains m'ont parlé beaucoup à l'époque, après la chute du communisme et surtout l'échec du putsch de Moscou de 91. Ils me disaient toujours la même chose. Nous voudrions la Russie faible et l'Ukraine forte. Quelqu'un que j'ai connu autrefois, pour les initiés, il s'appelait Brzezinski, le conseiller du président américain, il utilisait le terme le cordon sanitaire autour de la Russie. Je disais, faites attention avec le cordon sanitaire, vous allez humilier les Russes et ça va provoquer les réactions. Historiquement, vous avez déjà fait quelque chose de pareil après la Première Guerre mondiale avec les Allemands. Vous avez humilié les Allemands, le traité de Versailles, et vous avez eu Hitler. Faites attention, ne pas humilier les nations. Ils ont pratiqué ça et finalement ça a provoqué la réaction, le paradoxe de cette dernière période. Poutine, c'est un phénomène. Je vais vous dire comment je vais structurer Poutine, puisque je vais raconter 5 Poutines différents, étape par étape. Poutine du début, de l'enfance, Poutine James Bond, Poutine à Saint-Pétersbourg, tout, le KGB, tout ça, la face cachée, Poutine de la magouille d'Helsinki, Poutine de Saint-Pétersbourg, extraordinaire gestionnaire, Poutine de la guerre en Tchétchénie, et finalement Poutine le tsar. C'est ça la structure, à peu près, les choses. Mais au début, je voudrais juste terminer avec les préalables et dire une chose suivante. Vous comprenez, les Américains, ils ont continué à persister dans cela. L'autre jour, je racontais tout à l'heure, j'ai dîné avec un grand ambassadeur américain qui ont aussi des grands ambassadeurs à leurs heures chevronnés de mon époque. Et on écoute ensemble Obama. Obama, il compare, vous savez, la Russie avec Ebola, le peuple russe, il disait, avec Ebola. Il dit, j'ai su isoler le peuple russe. Et moi, évidemment, j'étais quand même choqué, mais j'ai paniqué tout de suite. Et l'ambassadeur me dit, quel néophyte. Alors, l'ambassadeur, il aurait dû dire, pas le peuple russe, il aurait dû dire à la limite, Poutine. Je suis isolé Poutine, mais le peuple russe, qu'est-ce qu'il veut isoler? Tolstoï, Solzhenitsyn, peut-être Tchaïkovski, d'origine ukrainienne d'ailleurs. J'ai dit oui, c'est vrai, il aurait dû dire ça, mais surtout, il aurait dû relire Tolstoï. Et l'autre, il me dit, il faut qu'il lise Tolstoï. Mais pour revenir à notre conversation aussi de tout à l'heure, il m'a cité à ce moment-là, il était vraiment on était professionnellement blessé. Mais il dit finalement, dans ce contexte, il faut comprendre le rôle symbolique des phrases comme ça. Et c'est vrai, par exemple, autrefois, De Gaulle, vous vous souvenez, il sort sur le balcon de la mairie de Moscou, et il dit une phrase en russe. Il ne parlait pas de l'Union soviétique, il parlait toujours de la Russie éternelle. Première chose, visionnaire, vous comprenez, De Gaulle. Et puis il dit l'Europe de chez vous, de l'Atlantique à l'Oural. De l'Atlantique à l'Oural. Et vous savez, cette phrase, elle a marqué l'esprit russe. La diplomatie française aurait pu danser sur cette phrase. Malheureusement, elle ne danse pas trop, mais évidemment. Mais elle aurait pu danser sur cette phrase éternellement. Parce que c'est dans le cœur des Russes. C'est une phrase qui donne l'ouverture économique, c'est plus fort que tout le reste. L'Europe en Russie, la Russie éternelle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et mon ambassadeur américain, il dit, Obama,
il rend vraiment un grand préjudice à la diplomatie américaine. Quand il compare le peuple russe à Ebola, les Russes ne vont pas oublier ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, leur rôle, le poids de phrase, et tout cela pour dire, avant que je commence à structurer avec mes 5 Poutines différents, parce qu'il faut être cartésien, les Russes, vous savez. C'est le préalable, c'est la philosophie après. On peut être cartésien. Et je dois vous dire, cette fois-ci avec beaucoup de gravité, c'est la guerre. Et dans cette guerre, il faut voir le but, les ennemis, et il ne faut pas se tromper des adversaires. L'adversaire de l'Occident, et je dirais du peuple français, et certainement de la Vendée, ça je n'en doute pas, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme et c'est la guerre qui va durer des années. Il faudra choisir des alliés. Et comme préalable, tout ce que je vous disais, c'est pour dire une idée simple, que le peuple russe, c'est l'allié de la France et certainement de la Vendée dans cette guerre. Elle n'est pas l'ennemi de la France. Parce qu'il y a les racines chrétiennes, parce qu'ils sont à la première ligne, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui, non seulement Dostoïevski, Balzac, comme Maître a si bien dit, et je suis très touché par la référence à Balzac, n'oubliez pas, pour le reste on peut discuter aussi, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui nous unit, ça n'appartient à personne encore une fois. C'est l'affinité ensemble. Quand un grand ministre des Affaires étrangères, Védrine, vous savez, qui dit que la lutte contre l'islamisme n'est pas concevable avec les Russes et qu'ils ne comprennent pas que pendant la guerre, nous avons fait l'alliance avec Staline, qui était de loin plus méchant et un grand criminel que les gens d'aujourd'hui, il n'a pas tort. Et il faut écouter les sages. Le peuple russe n'est pas l'ennemi de la France. Et certainement, la Vendée est dans le cœur des peuples russes, puisqu'on a souffert comme vous. Ça, c'est les choses qui sont là, mais si on ne dit pas ça d'une manière vraiment directe, on peut... Vous savez, je me demande pourquoi ils ne sont pas cartésiens, les néophytes d'aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut établir les hiérarchies, les priorités. Si on établit hiérarchie et les priorités, tout devient clair. Et la hiérarchie et les prioritaires, c'est la lutte mondiale contre l'islamisme. Vous comprenez? Mais aussi, il y a les questions terre à terre. Évidemment, l'affinité sentimentale, on a parlé de Balzac avec ses voyages à Saint-Pétersbourg, mais j'aurais pu vous raconter les égéries russes, les affinités aussi culturelles, les va-et-vient, les ballets russes, les ballets russes avec Diaghilev. Autrefois, c'est l'appellation ballet russe. En réalité, c'est un phénomène français et phénomène européen. Et on peut continuer à l'infini. On n'a raté personne, pour être franc. Matisse, une russe dans sa vie. Picasso, une russe dans sa vie. Léger, une russe. Dali, Gala. Gala me disait, mais pourquoi pas Dali, Aragon? On peut continuer à l'infini. Mais terre à terre, on va revenir dans les questions. Vous comprenez? Le troc, le gaz et le pétrole contre la technologie d'ici. Et le grand marché russe. Il faut comprendre. Vous comprenez ça, parce que vous avez ça dans le sang. Mais je vais vous dire, ces gens-là, quand je discute parfois, parfois je baisse les bras, je vais vous dire, pour me convaincre préalable. Vous comprenez? Ils me disaient, parce que je les connais, tous ces gens-là, les Américains, ils me disent, c'est très simple, on va faire les sanctions, les Russes, ils vont vivre mal, et ils vont virer Poutine. Ils ont fait les sanctions,
Poutine il était à 60% d'avis favorables. Maintenant, il a 91 avis favorables. C'est pas bidon. 91 avis favorables pour l'Ukraine, pour la politique en Ukraine. Je parle de l'Ukraine. Vous comprenez? C'est une incompréhension. Quand l'autre, elle disait il faut qu'il lise Tolstoï, c'est vrai. Il faut qu'il lise Tolstoï parce qu'il faut comprendre que ce pays, je vais vous citer pour comprendre, je vais partir maintenant vers Poutine, mais juste pour qu'on retienne cette notion de peuple martyr russe. Pourquoi je suis vraiment motivé pour vous dire, pour vous parler ouvertement? Je ne parle pas toujours comme ça, sans politiquement correct, parce que, vous comprenez, je vais vous citer 3 chiffres pour assimiler tout ça, comprendre à la fois Poutine, mais c'est les chiffres qu'il faut garder toujours en tête pour comprendre ça. Le premier chiffre, et ça c'est, vous comprenez, parce que c'est un pays martyr, le Vendée. Mais Lénine, Trotsky et Staline, 25 millions tués. 25 millions. Pression d'un pays. 26 millions dans la lutte contre les nazis. Terrible, du pays martyr. Et juste une seule année pour comprendre la souffrance dont j'ai parlé au début, les erreurs de l'époque, disons, post-communiste. Une seule année, 92, 1800% d'inflation. Mais après tout ça, ils pensent que les Russes, ils ont tout supporté. Il suffit de deux choses pour que les gens comprennent. Vous êtes le pays de la résistance des Russes. Tout d'abord, 40 degrés aujourd'hui à Moscou, du froid. Le général froid, Napoléon, Hitler, 40 degrés. Et puis, une autre chose, la vodka, c'est 40 degrés. Et Poutine, c'est le problème de ça. Poutine, c'est une émanation de l'histoire de la Russie, de l'histoire récente dont je vous ai parlé, mais aussi il y a les références historiques. Il y a une double référence. Tout d'abord, une référence sur les tsars de la Russie éternelle. Il établit une sorte de continuité de l'histoire russe. Les grands tsars, la période soviétique, et lui-même, c'est toujours la défense des intérêts de la Russie, sinon de la grandeur. Il est tenté par une sorte de rétablissement de la dignité, sinon de la grandeur de la Russie, les références. Mais là-dedans, vous avez remarqué, j'ai parlé de l'Union soviétique. C'est assez important aussi pour comprendre Poutine, parce que je n'ai pas le temps. Franchement, ça me ferait plaisir. Quelqu'un voulait que je vous raconte les choses flamboyantes. Par exemple, Pierre le Grand, ou surtout Catherine II. J'aurais aimé. Vous me posez les questions, je vous raconte. Parce que les tsars... Parce que ça, c'est vraiment étincelant, c'est du champagne. Mais pour la compréhension de notre sujet, c'est très important de voir les références historiques du XXe siècle. Il y a une phrase que je voudrais bien que vous preniez en compte. Poutine, il disait « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas d'intelligence. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Celui qui le regrette n'a pas d'intelligence. » Cœur et intelligence. Et il établit cette histoire linéaire. Ce n'est pas vraiment conforme à la réalité historique. Parce que, comprenez, dans cela, on camoufle les 25 millions de tués par Trotsky et Staline, mais en même temps, il y a une partie de vérité qui existe parce que c'est les gens qui ont vécu là-bas. Et qu'il y avait Gagarine, il y avait les grands écrivains, il y avait Bolchoï, il y avait un tas de choses. Mais surtout, c'est un paradoxe de cette période. Poutine reflète
une réalité de l'opinion publique des Russes. Les Russes, ils sont un peuple, j'ai failli dire schizophrène, mais en tout cas paradoxal. 80% des Russes regrettent l'Union soviétique et 80% des Russes rejettent le communisme. Ils sont contraires. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de vous raconter ça en détail, mais juste, je vais avancer avec les symboles presque, avec les petits symboles. Le symbole de ça, évidemment, c'est, je dirais, 1941. Pour être précis, la fin octobre 1941. Hitler était, les manuels de l'histoire, même là-bas, mais surtout ici, disent une vingtaine de kilomètres du Kremlin. C'est une contre-vérité parce que les services secrets prouvent que Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. Les paranazis sont entrés là-bas. Et Staline, à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il est devenu aujourd'hui le personnage historiquement beaucoup plus important que Lénine et Trotsky. Et même plus paradoxalement, ils ont élu Staline, avec 25 millions de morts, le personnage historiquement le plus appréciable par les Russes d'aujourd'hui que Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg. Et ça revient à cette histoire. Hitler est à 6 kilomètres du Kremlin, Staline ne quitte pas le Kremlin. Qu'est-ce qu'il fait? C'était un grand lecteur d'ailleurs. Il lit Ivan le Terrible. Il souligne quel professeur. Après, il reçoit une sorte de dépêche ultra secrète de son espion. Peut-être pour les gens d'ici, vous vous souvenez, il y avait un des plus grands espions du XXe siècle, un playboy basé au Japon, Sorge il s'appelait, qui partageait sa vie sentimentale avec la maîtresse du Premier ministre japonais, et sur les oreillers, il a eu toutes les informations. Et notamment, il a envoyé à Staline l'information capitale pour le destin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Japonais ne vont pas attaquer l'Union soviétique, ils vont attaquer les Américains. Et Staline, quand Hitler est à 6 kilomètres du Kremlin, il a pris la décision de dégarnir le front. Il a cru dégarnir le front japonais. Là-bas, il y avait plusieurs centaines de milliers d'hommes. Il a fait venir, il a déguisé les soldats, les paysans en soldats. Et puis, n'importe quel homme d'État à l'époque aurait pu jeter ces soldats tout de suite dans la bataille, et Staline, il a dit non, il a attendu quelques jours. Il a organisé une sorte de défilé de la dernière chance qui a marqué le subconscient russe et qui marque les Russes jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez la place rouge qui était vide comme d'habitude, la tempête de neige, les coupoles de Boris Godunov. Staline, il dit « Dieu est avec nous ». Parce que les Allemands ne peuvent pas pilonner. Et après, il a déguisé, pas déguisé, mais en tout cas, il a habillé ses soldats, les venus du côté japonais. Il a choisi les géants, il a les habillés en manteau de fourrure, les géants de 2 mètres surtout au début, un manteau de fourrure de la Sibérie. Et puis, il a attendu encore. Tout d'abord, les vétérans ont marché sur la place rouge. Les gens pensaient que la Russie est terminée. Et après, une sorte de rouleau compresseur, ces soldats entraient comme vraiment une force de la Russie profonde. Et il prononce un discours qui marque le subconscient russe jusqu'à l'heure actuelle. Au lieu de parler des camarades, il disait « Frères et sœurs, au nom de nos saints, au nom de Christ, nous allons écraser le Hitler. » Et ça, c'est censuré après. Le nom de saint, ça existe jusqu'à l'heure actuelle, mais c'est une chose étonnante.
Et cette seule image de Staline, vainqueur d'Hitler, évidemment, est plus fort que tout. C'est la première référence. Pour Poutine, c'est aussi la grandeur, vous voyez, du pays, la lutte contre les nazis. C'est vrai que pour les Russes, c'est quelque chose réellement sacré quand on fait des maladresses ou des goujateries face à cette période. Rien que n'en voyant pas... Vous savez, tout à l'heure, on m'a posé la question pourquoi Poutine n'est pas allé à Auschwitz. Il y avait double raison pour ça. Tout d'abord, Obama, l'autre jour, dans son esprit, il a dit que c'est son père qui a libéré Auschwitz. Poutine, il a rigolé parce qu'il a dit, dans ce cas-là, votre père aurait dû être officier dans l'armée rouge. Mais on ne lui a pas envoyé l'invitation officielle et lui, il était, pour eux, c'est quelque chose de blessant. Alors ça, c'est les références historiques de Poutine. Il y a les antithèses, en réalité. Paradoxalement, je suis désolé, mais je suis obligé de vous donner les éléments historiques, mon président, si vous êtes d'accord. Sinon, on viendra à l'Ukraine, tout de suite. Les références, deux antithèses que j'assume complètement. Antithèse, c'est la période Gorbatchev, et antithèse, c'est la période d'Eltsine. Vous savez que Gorbatchev et Eltsine sont haïs aujourd'hui en Russie. Ils ont tous les deux 1% d'avis favorables. Poutine, 91% d'avis favorables. Et les autres. Dans les deux cas, vous voyez, il y a de la marge pour les réflexions. Les choses sont comme ça. Vous comprenez? Gorbatchev, comme je vous ai dit, ça aurait pu terminer dans les fleuves du sang, dans l'apocalypse mondiale. Et ça s'est terminé plutôt agréablement. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de tuer. Et ça, son mérite est extraordinaire. Et surtout, les gens avec lesquels j'étais lié, il était conscient du côté criminel du régime. Et il voulait sortir de ce régime sans effusion du sang. Je parle de Yakovlev et de Shevardnadze, qui ont été les têtes pensantes de la perestroïka. Eltsine est haï aussi en Russie parce qu'on pense que c'est vraiment quelqu'un qui était... Mais d'ailleurs, chez vous, il n'a pas la côte. Il a une image d'une sorte d'ivrogne complètement nulle, etc. Ça ne correspond pas à la réalité non plus. Parce que la sortie du communisme sans ces deux-là ne pouvait pas être imaginable. Et Eltsine, pour être franc, appartient à cette race des hommes politiques que vous connaissez très bien, quand ils sont très bien, quand ils sont en opposition et mènent la campagne, et nuls quand ils sont aux affaires. Et je dois vous dire que là, non, c'est pas, je parle pourquoi lui? Vous comprenez? Lui, il était extraordinaire quand il était. Je me souviens. J'étais avec lui dans l'affaire de l'opposition en 91. On me souvient, complètement givré, il vient dans une sorte de réunion comme la nôtre, il déchire sa carte de parti, sifflait, les gens sifflent. Mais le pays était anticommuniste. Quand il déchire la carte, il devient l'homme le plus populaire de la Russie. C'est extraordinaire. Et dans l'affaire, je n'ai pas le temps de vous raconter l'affaire de Putsch, mais j'aurais pu vous raconter, c'est l'histoire, c'est la fin du communisme. Mais quand même, c'est lui qui est monté sur le char. On dit qu'on l'a poussé, non, pas du tout. J'étais contre qu'il sorte d'ailleurs, parce qu'on pouvait le tuer. Il sort et il fait ça, un symbole de ça. Une autre chose, quand il était plus tard, je vais raconter, c'est lié avec ce qui se passe autour de Poutine. Je me souviens de sa conversation, il y a une sorte de... Vraiment, c'était mystique. Une sorte de déluge au moment de la fin du communisme. Je me souviens, on était avec Eltsine, on regarde la statue de Marx au centre de Moscou,
il y a un enfant, comme ici les enfants expriment aussi les choses, de 8 ans qui écrit « Marx, pourquoi nous? Pourquoi pas les Allemands ?» sur la statue. Et à ce moment-là, il a dit la seule solution, c'est de le nommer milliardaire. Parce que comment réussir l'irréversibilité du communisme? Il faut acheter l'ancienne nomenclature. Il a acheté l'ancienne nomenclature, mais ça lui coûtait cher. Nous allons avoir comment, etc. Il faut dire que Poutine, il vient de ça. Il vient de toute cette période. Je vous ai dit la période des tsars, la période de Staline, Gorbatchev, il rêve et après cette antithèse. Eltsine, je vais vous raconter, il est créé par Eltsine et pourtant il déteste ces années Eltsine. Il pense que c'est les années contre-productives quand on a jeté les cartes n'importe comment de la Russie. La Russie était humiliée, mais quand même la référence sur le passé stalinien, c'est le premier Poutine. Poutine, vous savez, il a plus de 60 ans, c'est la période post-soviétique, la guerre passe post-soviétique, mais la période après la Deuxième Guerre mondiale, difficulté, l'enfance vraiment dans la difficulté, dans les quartiers défavorisés, il disait, utilisons le mot de Sarkozy, j'étais une racaille. Racaille. Racaille, l'enfant, un petit caïd de la rue. Pour comprendre Poutine, tic au tac, dent pour dent. Pour survivre, c'est plus fort que lui. Vous comprenez? Pour comprendre l'Ukraine, comment il agit, il faut revenir à ses enfants. Vous me faites ça, je vous fais ça. Vous ne m'invitez pas à Auschwitz, je n'y vais pas. Vous me faites les sanctions, je me rapproche de la Chine. Vous interdisez la langue russe en Ukraine, je vous fais la Crimée. Vous comprenez? Vous achetez les Ukrainiens pour 500 millions, j'achète pour 15 milliards. Tout ça, c'est plus fort que lui. C'est sa nature. Vous comprenez le début. Deuxième clé, c'est toujours son enfance, c'est le sport. Le sport. Il était sauvé de la rue à 13 ans. C'était, disons, au milieu des années 60. Quand il était rattrapé par un entraîneur chevronné de Saint-Pétersbourg, et il fait de ce garçon de la rue un judoka chevronné. Il devient un judoka professionnel, ceinture noire, et judo. Dans le livre, vous allez voir que je raconte comment il était éduqué au KGB, mais vous savez, la CIA qui a traduit pour eux les livres, elle a relevé surtout cet aspect sportif. Il analyse Poutine d'après, je suis très fier, d'après mes recettes, parce qu'ils disent la théorie des jeux, le sport, c'est la clé pour comprendre la personnalité. C'est pas seulement ça, parce que vous allez voir, je vais rajouter aussi le KGB, parce que parmi les fantasmes de jeune Poutine, depuis, vous savez, chacun a ses fantasmes. Le maître m'a pas parlé des miens quand j'étais jeune. D'ailleurs, je vous signale que ce n'est pas le Saint-Germain, c'est plus les Américains entre deux guerres qui m'ont séduit dans les deux magots, et pas du tout Sartre et Beauvoir, pour être précis. Mais quand même c'est la vérité, parce que vous avez vos espions, les maîtres, vous savez, les avocats, ça, c'est un milieu. Et les choses, il faut dire, à 13 ans, ce jeune garçon voudrait surtout être espion. Il frappe au KGB. Il frappe au KGB. On rigole, évidemment, le garçon de 13 ans. Mais vous savez, plus sérieusement parlant, les fantasmes des garçons, ça reflète aussi les fantasmes des adultes. Vous savez, c'est le paradoxe, c'est une réflexion plus générale. Et je dois vous dire que là, finalement, il continue ses études, il est taciturne et il fait les études assez brillantes de la faculté de droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Et après, il est engagé au KGB. Le KGB, c'est vraiment
je raconte en détail comment ils sont formés dans le livre. C'est vraiment les pages qui sont intéressées. Vous savez, le livre, c'est une vraie enquête très longue sur Poutine. Moi, j'ai fait... ça a marché, j'ai épuré ça. Il y a deux aspects là-dedans. Ce livre aurait dû être 2 fois plus épais. Mais comme les gens n'ont pas le temps, j'ai raccourci. Peut-être je vais faire un 2e tome, pour être franc, parce que j'en ai tellement de choses sur Poutine le tsar, c'est les choses. Et puis, il y a un autre aspect dans le livre. Moi, je ne donne pas les réponses. Je suis tout le contraire. Vous savez, les réponses avant de poser les questions. Les journalistes, vous avez remarqué peut-être, maintenant, ils ont l'habitude de donner les réponses avant de poser les questions. Eux-mêmes. Moi, j'ai essayé, je me suis retenu, j'ai donné les éléments de réflexion. Vous comprenez, dans les choses. Les clés pour comprendre les personnages et les situations. Pas du tout, vous savez, de porter le jugement au préalable. Vous voyez, c'est ça la démarche. Pour vous dire, la clé du KGB est assez importante dans les réalités. Une fois, Chirac m'a raconté, il est en tête-à-tête avec Poutine, et Poutine commence à copier ses gestes. Chirac m'a demandé pourquoi. J'ai dit, j'ai remarqué, ça c'est vrai. Moi, j'ai remarqué quand j'ai connu Poutine à la fin des années 80, à Saint-Pétersbourg, il a eu l'habitude, dans les conversations avec ses interlocuteurs, de copier ses gestes. Parce que c'est un protocole des services secrets, à la fois russes et américains. Encore une fois, les gens font un peu parfois dans leur milieu, ils ont engagé des psychologues. Les psychologues, ils les ont borés pour gagner un peu leur camelote. Ils ont, pour vendre plutôt leur camelote, ils ont engagé les psychologues qui disent que quand vous faites le mimétisme avec votre interlocuteur, c'est toute une théorie. Vous devez refléter d'une manière pas si visible que ça. Dans le cas de Poutine, Chirac l'a remarqué par contre, c'était visible. Le mettre à l'aise. Vous imaginez, c'est un petit détail qui reflète jusqu'à quel point Poutine utilise les méthodes de renseignement, les méthodes de l'homme de service secret dans les affaires de l'État. Et quand il agit comme chef d'État, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est toujours les rapports de force d'une part, et d'autre part, il y a cet aspect nécessaire de l'utilisation de ces méthodes. Il ne va pas d'une manière qui va directement, mais lui, c'est presque aussi important que les sondages pour les hommes d'État occidentaux. Les services secrets, cette notion disons, cette approche des services secrets est assez importante de la mentalité de Poutine. Mais au KGB, il travaillait pour être... vous savez, il survend. En réalité, il se vend comme une sorte de James Bond russe. C'est pas vrai, parce qu'il était loin. C'est l'histoire de l'espionnage. J'aurais pu vous raconter toute une conférence, mon président. Et j'ai fait l'année dernière, peut-être vous m'avez écouté, à France Info, sur ça, s'il y avait des espions de cette période qui ont été des personnages assez extraordinaires, vraiment mythiques. Poutine n'était pas ça. Il travaillait en Allemagne de l'Est à l'époque, sous la couverture, vraiment s'occupant de l'Allemagne de l'Ouest, du ministère des Affaires étrangères, mais dans les fonctions tout à fait subalternes, et même la moitié de la carrière au KGB, c'est un contre-espionnage. À la contre-espionnage, ce n'est pas un cadeau. Même ici et là-bas, c'est encore pire parce que c'est la persécution des opposants politiques. Jusqu'à 89. Et 89, il est recherché par quelqu'un que j'ai bien connu, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak, il s'appelait. Combien de temps il nous reste pour casser l'ambiance? 45 minutes. Nous avons le temps. Nous sommes encore au deuxième Poutine. Deuxième Poutine, je peux vous raconter tellement de choses pour
pour Poutine. Vous n'êtes pas fatigué avec ma litanie, sérieusement parlant. Parce que je regarde, j'ai une habitude, je vais vous dire, quand les gens commencent à... Vous savez, quand il y a un quart de la salle commence à dormir, dans ce cas-là, vous avez réussi votre coup. Parce qu'il faut regarder quand les gens s'endorment. Évidemment, la litanie quand même, des choses comme ça. Mais pour prévenir, mes conférences à HEC, quand je fais, durent 4 heures. Alors on peut tenir 4 heures aussi. Pour revenir, le deuxième Poutine que j'aime le plus, pour vous dire. Parce que, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce personnage, qui était un personnage assez extraordinaire, présidentiable avant l'heure, les costumes à carreaux, francophile, toujours, qui aimait bien visiter Paris. Sobchak, comme pour tous les présidentiables avant l'heure, il sera après tué politiquement et peut disparaître aussi physiquement. Mais à l'époque, en 89, il était dans le désarroi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Russie, à l'époque, était un pays éminemment corrompu. Je vous ai dit la phrase d'Eltsine. Les Russes, ils sont transformés dans une sorte de boutade. On m'a nommé milliardaire. Hier, vous êtes ministre du gaz. Demain, vous êtes l'homme le plus riche de la planète. Hier, vous avez les gisements à nos risques. Demain, vous avez 15 milliards de la fortune personnelle pour des sommes vraiment honorifique. J'en rêve. 15 milliards. Il y a beaucoup de gens, mais il faut avoir, vous savez, il faut avoir le goût, et il faut avoir parfois la force de caractère, mais aussi le désir, comme disait l'autre. De faire ça, c'est vraiment les fortunes extraordinaires. Vous savez, je vais vous dire, pour être sérieux, c'est une période quand les fortunes ont créé vraiment en quelques semaines. Parce que c'était un choix conscient d'Eltsine de nommer ces gens-là. Et contrairement à ce qu'on raconte, ce n'était pas la mafia qui était dans le coup. Vous savez, la CIA, justement, il a analysé l'époque, quand ils ont créé les fortunes, ils ont conclu à une chose tout à fait évidente. Il y avait à peu près 40%, c'est l'ancienne nomenclature, les grands milliardaires. Après, il y avait peut-être 35-40%, c'est les hommes d'affaires qui sont venus de tous les bords, les hommes d'affaires sérieux, et puis 20% seulement la mafia. Vous voyez, c'est la symbiose. Mais la majorité, peut-être même 45%, c'était évidemment l'ancienne nomenclature. On m'a nommé milliardaire. C'est une période, mais Sobchak, il a assisté à tout cela d'une manière assez désemparée, parce que c'était un avocat, le collègue, il appartenait à une sorte de rareté dans l'époque, parce qu'il n'était pas vraiment corrompu, et il était affolé par la perspective qu'on va le piéger, parce que les valises avec $1 million, c'était une banalité à l'époque. Et il a pris une décision, somme toute sage, puisqu'il a convoqué il a croisé Poutine, qui était dans le placard à l'époque, après la chute du mur de Berlin, à l'université de Saint-Pétersbourg comme recteur adjoint, président adjoint de l'université, mais il continuait, c'était une couverture, il continuait à travailler au KGB, il s'occupait comme ça, il lui a proposé d'être, comme officier du KGB, une sorte de secrétaire, pour vider son antichambre, pour que les gens ne viennent pas avec les valises de $1 million pour être piégés. Poutine a accepté, mais Poutine a une particularité, c'est quelqu'un d'assez loyal, et même très loyal, me disait Sobchak, envers ses chefs.
C'est-à-dire, il a joué le jeu, il continuait à... Il jouait, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait une enquête sur cette période, puisque c'est une période vraiment de grande controverse, même internationale, sur la personnalité de Poutine. Si on déchiffre la période de Saint-Pétersbourg, entre 80... Il est né à Saint-Pétersbourg, il a vécu son enfance à Saint-Pétersbourg, mais la période clé, c'est 89 jusqu'à 96, quand il était tout d'abord secrétaire du maire, après chef de cabinet, et après le premier maire, et l'adjoint du maire, et premier maire adjoint, au fait gestionnaire véritable de la ville. Si vous comprenez cette période, déjà les choses seront plus claires pour nous. Et j'ai mené une enquête très pointue, parce que je venais souvent à l'époque de Saint-Pétersbourg. Vous vous souvenez, mon roman de Saint-Pétersbourg, s'il vous plaît, 1 million d'exemplaires dans le monde. Ça a changé ma vie, pour ainsi dire. Et les choses... Je venais et j'ai pensé, je vais vous dire, j'ai pensé, quand j'ai commencé l'enquête sur Poutine, que je vais trouver énormément de choses très piquantes. Parce que vous trouvez les choses piquantes, vous vendez beaucoup plus. Et finalement, paradoxalement, sur la période de Saint-Pétersbourg, moi je suis absolument persuadé que c'est la meilleure période de la vie de Poutine. Il y avait des problèmes, puisqu'il revient, il y avait un problème. Tout d'abord, il revient, il n'a pas de boulot. On lui a envoyé le placard dans l'université. Deuxième chose, sa femme, il y avait un accident de voiture. Vous connaissez, sa femme commençait à picoler, etc. Tout ça, c'est les choses. Il l'assume complètement et il la sauve. L'accident était très grave. Tout ça, c'était une période difficile. Une période difficile aussi physiquement. Moi, j'ai connu cette période. En fait, c'est pour cette raison que je me suis lancé, parce que j'étais dégoûté par ça, pour être franc. Et il fallait trouver le chemin. Parce que la période, c'est la corruption. Vous êtes objectif quand les gens que vous connaissez font 15 milliards de fortune personnelle d'euros. En quelques semaines, vous commencez à réfléchir. Vous comprenez? Comme il y a une très belle anecdote je suis désolé de raconter les anecdotes scabeuses de là-bas, mais pour vous divertir un peu, quand même, il y a justement par terre des étudiants de première année à l'université de Moscou, et le professeur parle, il a dit est-ce que vous connaissez le sens du mot paradoxe? Et le sens du mot paradoxe, ils disent oui, non, moi j'expliquais. Il a dit, je vais vous raconter, est-ce que vous pouvez coucher avec un Français pour 10 $? L'étudiant, non. Pour 100 $, pour 1000 $, pour 10 000 $. Il commence à réfléchir avec à partir de 10 000 $. Et il a dit, c'est un paradoxe qu'il y a plein de filles dans ce pays et il n'y a pas assez de devises. Ça, c'est pourquoi je vous racontais ça, parce que vous comprenez, ça dépend des chiffres. Quand vous savez, c'est très, très facile de dire, mais à partir de certains chiffres, les gens lâchent, évidemment, etc. Et on me demande parfois pourquoi je n'ai pas fait la fortune en connaissant tous ces gens-là. Je vous dis très sincèrement, on ne m'a jamais proposé. J'ai aucun mérite. Voilà. Aucun mérite. Voilà, les choses sont, que ça soit clair. Mais Poutine, là-bas, dans cette ambiance, il fallait manœuvrer. Et ça, j'étais assez impressionné par ça. Parce que, vous comprenez, il travaille avec tout le monde. Avec les hommes d'affaires nets, avec la mafia, avec le KGB, avec les démocrates. Il continue à être loyal. C'est un homme très intéressant. Et il a transformé la ville de Saint-Pétersbourg. La question la plus pointue qui nous perturbe tous, et je vais vous dire ma réponse parce que j'ai mené une enquête. Ça m'aurait arrangé tellement les CIA, ils balancent systématiquement, encore hier, sur la toile qu'il a 40 milliards de fortune personnelle d'euros. L'homme le plus riche de la planète. Vous savez, ça m'aurait vraiment arrangé. Parce que j'ai dit aux Américains, donnez-moi les preuves, je mets ça dans le livre, aucun problème. Pour moi, vous comprenez, ça m'arrange. J'ai mené une enquête à Saint-Pétersbourg. Et je vais vous dire le résultat de mon enquête qu'il a... tout d'abord, son entourage, c'est vrai qu'ils sont devenus des grands milliardaires.
il y a, pour les gens initiés, il y avait une sorte de société. Les Russes, à l'époque, les premières sociétés indépendantes s'appelaient coopératives. Ça s'appelait coopérative Le Lac. Autour de lui, c'était les gens de confiance. Et ils sont devenus réellement milliardaires parce que la clé, vous savez, pour faire les grandes fortunes en Russie, c'est quand même accès aux gens qui prennent les décisions, par conséquent, au gouvernement. Évidemment, les gens qui sont très proches de Poutine, ils ont fait des fortunes extraordinaires et ils sont devenus une partie d'establishment russe, mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas raconter tout ça. Il a reçu à l'époque gratuitement 2 Dacia, mais tout le monde recevait à l'époque. Maintenant, ça coûte des millions, de plusieurs millions même de dollars. Mais à l'époque, tout le monde recevait ça gratuitement. Ça, ce n'est pas une réponse. Il était consultant gratuit dans les sociétés qui faisaient des gratuits, consultant bénévole. Ce n'est pas la même chose que d'être impliqué dans les choses. Et quand j'ai terminé mon enquête, dans le livre, vous allez voir, je donne tous les éléments. J'ai un copain qui est d'ailleurs sur exactement ma longueur d'onde par rapport au début de notre récit. C'est le principal conseiller de Kohl, vraiment le confident de Kohl. Moi, je l'ai connu comme confident et conseiller diplomatique de Kohl. Même moi, je ne savais pas qu'il était en plus le chef de renseignement militaire de l'Allemagne. Mon Dieu, les Français m'ont dit après, récemment d'ailleurs. Après, moi, je connais depuis des années. Mais comme il était conseiller, je m'en fous. Il couvrait, je savais qu'il couvrait les services secrets. Et je lui ai demandé une chose, sans savoir d'ailleurs ce petit détail de dernier. J'ai dit, écoute, moi, je ne te demande pas des sources. Mais comme il y a quand même une différence entre mon enquête et l'enquête de la CIA, soi-disant, dis-moi qui est plus proche de la vérité. Et il m'a dit, sans aucun doute, tu es beaucoup plus proche de la vérité. C'est-à-dire les Allemands qui ont les meilleurs, parce qu'il a travaillé en Allemagne. Pendant la période de Saint-Pétersbourg, il a travaillé constamment en allemand. Il était consultant des sociétés allemandes. C'est-à-dire les renseignements allemands, évidemment, sur Poutine, ils ont les meilleures sources. Et ils m'ont dit, parce que c'est pourquoi je m'attarde sur cette période de Saint-Pétersbourg, c'est la démarche pour comprendre qu'il travaille, vous savez, sur tous les tableaux, qu'il assume à la fois la période soviétique, les tsars, Saint-Pétersbourg c'est les tsars évidemment, etc., et la période, etc., et en même temps sur cette question clé de la corruption personnelle. Son système, c'est un autre genre. Et le système, ça revient à ça. Parce que son système, soyons très clairs, il a 2 références qui appartiennent à cette époque. La référence de Poutine comme système de verrouillage du pays, il y a 2 personnages que vous connaissez. L'un, vous connaissez très bien, l'autre, vous connaissez moins. C'est Deng Xiaoping, le Chinois, l'inventeur de la Chine moderne, qui dit à peu près le verrouillage de la Chine, la stabilité de la Chine, la sauvegarde du système totalitaire en Chine, en réalité communiste autrement dit, est nécessaire. Et en même temps, on fait l'ouverture économique. Vous comprenez? La stabilité plus l'ouverture économique. Il dit, vous étiez nuls avec Gorbatchev et Eltsine, même s'ils étaient impliqués, nous allons voir dans le système d'Eltsine. Mais la pagaille des années flamboyantes, pour utiliser le titre, ça a amené la corruption, ça a amené la mafia, ça a amené vraiment à laminer la grandeur russe, ça a détruit l'Empire et tout le reste, sans aucune espèce de contrepartie. Renvoie l'ascenseur dont Gorbatchev rêvait, il pensait qu'il va faire l'Occident. L'Occident, il s'en foutait, il défendait ses intérêts. Il disait. Ça, c'est la référence de Deng Xiaoping pour le système de Poutine, c'est très important. Et deuxième référence, c'est Andropov, le chef mythique du KGB, moins connu, mais très coté dans la gauche caviar d'aujourd'hui. Je dois vous dire pourquoi. Parce que Andropov, il disait exactement la même chose. C'est un personnage qui disait la sortie du communisme. Non, on va faire évaluer le système, on va assurer la stabilité et on va développer le système économique, l'ouverture économique avec l'économie de marché, etc.
C'est les deux références. Poutine, il est persuadé dans cela, mais stabilité. Il y a l'aspect, dans cet aspect de stabilité, c'est un problème qui remonte à ce problème d'oligarchie. Parce que le système d'Eltsine, c'était un système évidemment pourri quand ils ont, vous savez, je n'ose pas même prononcer les chiffres, 120 milliards chaque année, légalement, dans les banques occidentales, c'est-à-dire les choses éhontées, vraiment, les gens éhontés. C'était en partie consciemment, en partie c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était un système quand on partageait le gâteau. Il y avait autrefois au maximum 7-8 groupes, 8 groupes. Les gens disaient 7 boyards qui ont partagé le gâteau. Et finalement, c'était un système oligarchique. Poutine le remplace, le système oligarchique. C'est aussi oligarchique. Il ne faut pas qu'on s'ommance. C'est une des questions qui est au cœur du système de Poutine. Il dit qu'il faut verrouiller le système. Mais simplement, les oligarques, c'est les services secrets, pas dans les pagailles, mais organisés avec le rôle de l'État, une sorte de capitalisme d'État, avec le droit de regard des services secrets et le retour, disons, du KGB au pouvoir. C'est ça, et les réflexions de Poutine remontent à cette période de Saint-Pétersbourg, quand il a connu ça, physiquement connu ça, et il a essayé de trouver les réponses. Mais à l'époque, il réfléchissait, il ne pouvait pas agir. D'ailleurs, il était vraiment dans le désarroi. Il continuait à jouer le jeu avec Sobchak, mais Sobchak, je vous ai dit, le maire de Saint-Pétersbourg, avec son nom là, il était à l'époque, il a essayé de se présenter, jouer contre Eltsine. Évidemment, il était bougillé. Et après, il était éliminé de la mairie de Saint-Pétersbourg. Il a perdu les élections. Et Poutine, en 1996, il a perdu son poste. Il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut aller avec ses copains de la coopérative au zéro dans les affaires? Il aurait pu. Les Allemands lui ont proposé, il y avait des propositions assez alléchantes, Siemens, je crois. Et après, finalement, il était repêché dans l'administration d'Eltsine, 96-99. Les années, ça c'est les années pourries. Eltsine, à mon époque, 80% d'avis favorables. Après, c'était 2% d'avis favorables. Je répète, quand les gens sont désespérés, qu'il y a toujours de la marge. Et il ne savait pas quoi faire. Il nommait un, l'autre. Il vivait... Vous savez, Eltsine, c'est un personnage... C'était un personnage en réalité shakespearien, paradoxalement. Je me souviens, il avait un flair extraordinaire, je vous ai dit. Quand je réfléchis à lui, je vous pose la question très grave. Est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Et non. Il doit remplir le contrat avec la nation. Reagan, moi j'ai connu bien, c'est bien Reagan. Il n'était pas tellement intelligent, mais quel grand président, vous comprenez? Eltsine, il y avait en lui tout cela, mais quand même, vers la fin, il était écrasé. À la fois, on dit alcoolo, non, pas seulement. Il était écrasé par le fardeau de l'histoire. Vous savez, il passait au Kremlin 30% seulement de temps. C'est sa fille qui gouvernait envers lui. Et je dois vous dire que Poutine, il était dans cette ambiance. Au début, il était dans le poste subalterne, entendant adjoint, mais s'occupant aussi des hommes forts de la province, des provinces en Russie. 91, je crois, à l'époque. Les Russes qui aiment les blagues, ils appellent ça « caresser le dossier ». C'est la clé de l'ascension de Poutine. Parce qu'il a réuni, tout le monde était corrompu, il a réuni les dossiers, il convoquait un après l'autre ses gouverneurs quand il a décidé de percer dans la politique, et il ne disait rien. C'est lui qui téléphonait. Il
caresse les dossiers, caresser les dossiers. Mais ce n'était pas suffisant. Il devient plus ou moins... Il accorde quelques trucs vraiment des missions de confiance pour Eltsine. Eltsine le nomme en 1999 comme chef de service secret. Et après, il n'arrive pas à trouver le successeur. Et il savait qu'il ne pouvait plus, parce qu'il ne tenait pas le coup. Vous savez, il était chancelant, vous connaissez tout ce que vous avez vu à la télévision. C'était... Et c'est, au fait, c'est par l'entremise de sa fille qu'il trouve la solution. La fille, c'était comme souvent les filles des présidents, la force de la nature. Il a eu un petit ami. Et ce petit ami, il lui souffle la solution. Il a dit, mon président, vous avez devant vous l'adversaire, pour les initiés, s'appelait Premier ministre Primakov. Vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui est en bonne santé. Prenez un jeune. Vous avez quelqu'un qui est nationaliste. Prenez plus nationaliste. Et vous avez quelqu'un qui vient du milieu du KGB. Prenez carrément l'officier du KGB. Ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf ordinateur, évidemment, parce qu'ils ont fait le portrait et après ils ont négocié ici en France, d'ailleurs, dans un hôtel 5 étoiles, tout était... Les gens... Vous savez, tout maintenant, c'est un paradoxe. Ils peuvent nous enregistrer maintenant, avec le mot qu'on a préparé. Ils n'arrivent pas à digérer. Et à l'époque, évidemment, ils ont enregistré tout, et quelqu'un qui a vu l'enregistrement, puis celui qui était négociateur, je l'ai connu, qui était après, il va disparaître dans les choses. Berezovski, peut-être vous avez entendu parler, c'est quelqu'un qui était financier de la famille d'Eltsine, etc. Il a négocié ici en France, et finalement Poutine s'est rebiffé. Et après, il a dit, d'accord, je serai le candidat, je serai le successeur. Il nommait Premier ministre août 99. Depuis août 99, il n'est jamais parti. Mais, vous savez, il était inconnu. Je vais vous dire la réalité de l'analyse de cette période. Si quelqu'un vous dit qu'il savait, par exemple, qu'il savait que l'Union soviétique, il va disparaître en 91, c'est un menteur. Il n'y a aucun spécialiste et aucun service du monde qui a prévu ça. Aucun. Mon ami Karadanko, il a prévu l'explosion des pays musulmans, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et maintenant, les choses sont... Vous savez, il y a les choses qui sont déclassifiées, on sait ce que disaient les rapports. Si quelqu'un vous dit qu'il savait qui est Poutine en août 91, il faut me trouver. Parce que personne ne savait. Le pays ne savait. Et ça en dit long. C'est la même chose qu'avec l'Ukraine. Vous allez me poser les questions, comme j'ai évidemment sur l'Ukraine, je ne doute pas. Mais le problème de l'Ukraine, tel qu'il est apparu, personne ne pouvait prévoir. Qui peut prévoir que les Ukrainiens vont interdire la langue russe? Personne. Les Américains, quand ils ont appris ça, à un moment donné, quand ils ont repris, les gens d'aujourd'hui, ils ont interdit la langue russe, les Américains ont baissé les bras. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Le pays, là, on paye 50%. Vous savez, les choses sont imprévisibles dans la politique et il ne faut pas sous-estimer deux aspects. Le rôle d'irrationalité du diable, en réalité, dans la politique, et le rôle de l'idiotie. Parce que le rôle de l'idiotie est très important. N'oubliez pas, ça c'est vraiment le rôle de l'idiotie diplomatique autour de ce qu'on vit, c'est quand même tout à fait significatif. C'est le triomphe de l'idiotie. Poutine, il s'impose grâce à une phrase. La phrase, vous connaissez par cœur, évidemment, et ça vous choque, et mon enquête prouve que c'est une phrase, et dans le livre, je raconte comment il a fait, il a testé ça. La phrase « Je vais zigouiller les Tchétchènes jusqu'aux chiottes ».
Peut-être vous avez entendu parler, c'est une traduction. En principe, c'est choquant, c'est une traduction de la pègre. Et au début, même moi, j'ai pensé que c'est vraiment le dérapage. Parce que ça arrive, Poutine aussi, il dérape moins que les autres, mais il dérape aussi. Mais et pas du tout. C'est une phrase qui était tout à fait réfléchie, c'est une traduction de langage de l'argot de la pègre. Et il a utilisé consciemment l'argot de la pègre dans le pays qui était criminalisé. Ça voulait dire, vous savez comment ça s'est passé? C'était les attentats à Moscou, mystérieux attentats, on ne sait pas comment, 300 morts, comparables au fait, ce qui se passait le 11 septembre, en tout cas ce qui s'est passé en France, le choc dans le pays, les enfants déchiquetés, la télévision, plus l'absence du chef. Le Eltsine qui n'articule pas, qui est complètement bouffi. Poutine arrache presque le micro et il dit en t-shirt, jeune, 43 ans à l'époque, ou 42 ans à l'époque, il dit « Je vais zigouiller les Tchétchènes dans les chiottes ». Ça veut dire « Je ne recule plus ». Gorbatchev, Eltsine, ils ont jeté les cartes, ils ont jeté les atouts, n'importe comment, sans aucune récompense. Les accords avec les Occidentaux, non-élargissement de l'OTAN, les promesses de l'aide qui rentraient toujours dans les banques occidentales, tout ça, ça suffit. Je ne recule plus. Et vous savez, 30% d'avis favorables de plus. Il était méconnu, il est devenu, avec la seule phrase, le personnage incontournable de la politique et de loin le plus populaire. Évidemment, vous savez, c'était une conjonction des choses. Il y avait des malentendus, les gens étaient contre, l'ancien, vous savez, entourage d'Eltsine, il travaillait pour lui, l'armée, le KGB. Il y avait les jonctions de différents facteurs. Évidemment, derrière, il y avait les parents politiques, pour ainsi dire, en tout cas les soutiens politiques pour lui, mais il y avait la maîtrise du code mental du pays, je dirais, et la maîtrise quand même des médias. C'est une télévision, ça c'est incontestable en lui. Parfois, ça peut virer vers le bas de gamme quand il pose le torse nu, etc. Mais au-delà de ça, avec les phrases qu'il pratique même, vous allez voir, il s'impose. C'est un président qui s'impose d'une manière très, très, très pointue dans les choses comme ça. Un seul exemple pareil, pour vous divertir un peu quand même. Nous avons eu dans l'histoire de la politique russe, quand Eltsine s'est imposé en 1987, Eltsine était lieutenant de Gorbatchev, il a passé à l'opposition, et la femme de Gorbatchev, c'est un couple assez intéressant. Madame, je vous félicite pour ce que vous faites avec votre époux. Parce que le secret de la réussite, c'est la synergie dans les couples, comme vous le savez bien. Et Gorbatchev, c'est Raïssa qui a dit à Gorbatchev, on connaît très bien la faiblesse d'Eltsine, il picole, il va aller aux États-Unis, il va picoler avec les Américains, on va le filmer, on va présenter ça à la télévision et on va détruire sa réputation. Ils ont fait ça, ils ont présenté ça à la télévision. Et le lendemain, les sondages sont flambés en faveur d'Eltsine, parce que les Russes disent il picole, il a des à côté, c'est un homme bien. Et il est devenu énormément populaire. C'est pour vous raconter que jusqu'à quel point il faut dire, il ne faut pas se tromper du code mental du pays, de message. Quand il analyse en lui, il sent, et c'est une force de Poutine, il sent les choses. Par exemple, ce refus de la période d'Eltsine et Gorbatchev, il a senti. Il a joué ce refus des oligarques. Il a instrumentalisé ça et retourné en sa faveur. Quand il propose le concept aujourd'hui de défense des valeurs, disons, de l'Europe, de valeurs chrétiennes face à l'islamisme, quand il dit que l'Europe se dégonfle face à l'islamisme, que nous sommes les remparts de ça, évidemment, quand il propose les valeurs aussi
la famille, contre le mariage pour tous, etc. Tout ça, en lui, c'est vraiment quelque chose de conscient. Et ce n'est pas seulement qu'il impose ça au pays, c'est plutôt le pays qui impose. Et il construit ça. Il y a encore une chose que je voudrais vous signaler dans le parcours, qu'il y a un vrai co-concepteur de toutes ces choses-là, c'est le patriarche Kirill. Ce n'est pas du tout le président éphémère et son collaborateur Medvedev. C'est plutôt le patriarche Kirill qui participe dans cela, et ça a participé dès le début. C'est comme ça qu'il s'est imposé. Il devient président en 2000, en l'an 2000, quand Eltsine se désiste un peu avant l'heure, et il s'impose, il faut dire triomphalement, et depuis l'an 2000, il est pratiquement toujours l'homme fort de la Russie. Pas pratiquement, il est l'homme fort du pays, parce qu'il y avait, quand il a délégué la présidence en fait, Medvedev, c'était... vous savez, c'est son collaborateur. Il était son secrétaire, après il était secrétaire de la présidence. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas qu'on se ment. Il est collaborateur de l'équipe et il est resté collaborateur de l'équipe avec les petites nuances simplement pour le grand public, parce qu'il s'est présenté comme une sorte de poutinisme plus policé, plus moderne, plus pro-occidentalisé. Il y a au fait le fait incontestable qu'il aime plus les mondanités, les rencontres du G20 et du G8. Poutine déteste ça. Mais les choses, mais en dehors de ça, il faut qu'on soit d'accord que Poutine, c'est un personnage, disons, déterminant dans cela. Maintenant, la question qui se pose pour nous, est-ce que dans le contexte actuel, Poutine, tout d'abord, soyons très clairs, Poutine restera certainement le personnage incontournable dans les années qui viennent. Soyons honnêtes, les Américains, ils prennent vraiment leur désir pour leurs espoirs, pour la réalité, plutôt leur désir pour la réalité, quand ils pensent que les Russes ils vont virer Poutine. Pour l'instant, il n'y a aucune indication de la baisse de popularité de Poutine. Au contraire, plus on fait les pressions sur les Russes, plus ils réagissent en sa faveur. Le paradoxe de la situation actuelle, qu'avant la crise ukrainienne, il y avait l'opposition pro-occidentale. Aujourd'hui, c'est une opposition qui s'est réduite vraiment à une sorte de dissidence. On lui donne, les Américains, ils donnent beaucoup, de possibilités de s'exprimer, mais ça ne change rien sur le plan influence. En revanche, et ça c'est une chose assez grave pour moi, parce que il y a l'aile nationaliste qui est très très présente, beaucoup plus vigoureux qu'avant, et ça peut être un danger, parce que paradoxalement, dans cette situation, non seulement Poutine se vend comme un personnage plus fréquentable que ces gens-là, mais il y a un danger vraiment de la pression à l'intérieur du pouvoir et à l'extérieur du pouvoir de l'aile nationaliste qui vraiment détermine de plus en plus de choses en Russie. Ça, c'est les choses qui sont là. Mais la clé de la popularité de Poutine, quand même, c'est pas seulement les erreurs occidentales et les choses comme ça. La clé de la popularité de Poutine, quand même, pendant ces années-là, c'est quand même le prix du pétrole et du gaz. Parce que dans cette période, et ça c'est un grand problème pour moi, réellement, le pétrole et le gaz, parce qu'il me reste 10 minutes, mon président, je parie. Mais dans ce cas-là, il y aura, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'Ukraine, mais l'Ukraine, peut-être on va traiter après, oui. C'est les choses. Parce que, vous savez, je vais vous dire, je ne pouvais pas ne pas vous raconter les références. C'est extrêmement important. Parce que vous comprenez, l'actualité, c'est dans votre tête. On va en parler, on aura beaucoup de temps pour parler de l'actualité, de toutes les questions que vous posiez. J'aurais aimé beaucoup développer l'histoire, etc.
Mais pour comprendre le personnage, il fallait cette période pour comprendre les périodes. Pour ça, vous comprenez, pour Poutine, je voudrais quand même virer vers ce qu'on va parler dans les choses qui arrivent. La clé de la popularité de Poutine, c'est le gaz et le pétrole. Pendant ces années-là, à l'époque d'Eltsine Gorbatchev, $12, c'était plus de 120 chez lui. Il a accumulé énormément de pétrole, de devises à l'époque. Les Russes, détrompez-vous, ce n'est pas seulement le système oligarchique. Une partie des gâteaux était distribuée. Ça, c'est pour comprendre. Les Russes, ils ont commencé à vivre beaucoup mieux, surtout dans les grandes villes. Il y avait la potentialité, c'est la clé de sa popularité. Maintenant, la période qu'on vit, et disons la période cruciale, c'est pour ça que je dis nous sommes à la croisement de chemins. Il y a un danger, non seulement de retour de la guerre froide, mais de la rupture historique entre la Russie et l'Occident. Il y a le danger de repousser la Russie définitivement du côté de la Chine. Et je suis absolument persuadé que tout le monde est perdant dans cette affaire. Dans ce retour à la confrontation, les erreurs sont partagées, les erreurs de tout le monde sont évidentes, le prix à payer par les Russes et par les autres, c'est exorbitant. Mais je suis absolument persuadé que c'est vraiment contre-productif pour tout le monde, le paradoxe. Pour les Russes, parce qu'ils vivent mal, pour les Russes, parce qu'ils sont obligés de faire... Vous savez, dans les affaires, vous connaissez mieux que moi que non, quand vous négociez, il faut prendre en compte non seulement sa position, mais la position de votre partenaire. Il faut trouver l'équilibre entre les intérêts. Si vous pensez seulement à vos intérêts, vous allez perdre le marché. Et ce qui est en train de se passer avec tous ces aspects, au lieu de trouver l'équilibre des intérêts, on revient au climat de la guerre froide et même à la guerre tout court. Je vous assure que s'il n'y avait pas des armes atomiques, on aurait pu virer vers un climat de la guerre mondiale. C'est ça, c'est les armes atomiques qui ont bloqué ça. Les erreurs monumentales qui ont été commises à partir, au fait, de la gestion pitoyable de l'affaire ukrainienne, dont je dois vous parler si longtemps que je n'ose pas aborder ça tout de suite. Tout de suite. Il me reste 5 minutes, pas plus. C'est ça? Peut-être l'affaire ukrainienne, vous allez me poser la question comme un Ukrainien après ça. Mais c'est juste pour vous dire, vous savez, l'affaire ukrainienne qui ne devait pas exister. L'affaire ukrainienne qui devait être gérée, mais l'erreur capitale a été commise dans la période post-communiste, avec mon début de mon discours. Au lieu de créer en Russie un partenaire, on a créé un phénomène dans la réalité de Poutine. Avec Poutine ou sans Poutine, quelque chose de pareil aurait pu réapparaître. On a essayé de créer, disait Brzezinski, il me disait, on va créer le cordon sanitaire autour de la Russie. Au lieu d'utiliser le grand marché russe en nos faveurs pour l'Europe, l'Europe qui est cyclo-complémentaire par rapport à vous, à nous tous, parce que c'est un grand marché, parce que c'est le troc, le gaz du pétrole contre la technologie d'ici. On a fait quelque chose d'inimaginable. On a créé un conflit qui ne devait pas exister au centre de l'Europe, et c'est un conflit qui va durer. Vous comprenez? Et c'est ça, on est dans l'impasse, qu'on veut ou non. Vous comprenez? Moi, j'ai, par ma nature et par mon expérience diplomatique, et finalement tous mes amis de mon époque, on est effarés, mais on pousse toujours à des escalades. Mais c'est plus facile de dire, quand on a créé ça, ça peut durer, ça peut être un conflit gelé. Et ça, c'est un grand désastre par rapport à nous tous. Au centre de ça reste ce personnage ambivalent que j'ai essayé de vous raconter 5 Poutines pour vous raconter les 5 facettes et donner les clés pour déchiffrer son attitude. Son attitude, judoka, dent pour dent, tic au tac, chaque fois. Caractériel aussi, vous voyez, et ça c'est sa faiblesse aussi,
Ça, c'est le caractère. Il n'y a que les intérêts d'État. Je vais vous dire, sur le fond, pour donner le piment à notre discussion de tout à l'heure, vous savez, les Russes, ils ont gagné la Crimée, mais ils ont perdu l'Ukraine. L'Occident peut-être va gagner une partie de l'Ukraine, mais dans quel état? Mais il va perdre la Russie. Vous comprenez? Tout le monde est perdant dans cette affaire. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave pour nous tous. On n'était pas à la hauteur des enjeux et surtout, on a gaspillé quelque chose de formidable. Ce miracle dont parlait Jean-Paul II, qui était la chute du mur et la fin du communisme sans effusion du sang. J'étais pile comme président.